Hold'em Masterclass numéro 63. Simuler un vol. Quand le coup connaît peu d'enchères et que les joueurs restent nombreux en jeu, une relance all-in au dernier tour d'enchères peut paraître une relance de bluff. Nous retrouvons le coup de la Hold'em Masterclass numéro 6 qui met en scène le champion du monde WSOP 2004, Greg Raymer. Greg est un joueur américain qui a commencé sur Internet. Il est connu sous le pseudonyme de Fossilman. On le reconnaît grâce à ses lunettes rondes avec des yeux de lézard. C'est lui-même qui intervient ici comme expert de l'école française de poker. Nous sommes à Monte-Carlo le 15 mars 2005. L'épreuve clôture le premier European Poker Tour. C'est un Hold'em no limit freeze-out à 10 000 € qui a réuni 211 joueurs. Nous sommes en tout début de tournoi. Les blindes sont encore au premier niveau, 25-50. Il n'y a donc pas une grande différence entre les hauteurs de tapis. Je n'ai pas vraiment d'informations sur mes adversaires au moment où cette table a commencé. Je ne me souviens pas depuis combien de temps nous jouions quand ce coup est arrivé, mais vu la hauteur des blindes, ce devait être de l'ordre d'une heure et demie. Nous possédons 10 et 3 de pique, une main insignifiante que nous allons jeter, sauf éventuellement si le droit d'entrée est faible ou si beaucoup d'adversaires sont déjà entrés dans le coup, auquel cas il peut devenir une main à accident pour nous ou pour les autres. Sur les 169 mains possibles, elle est classée en 104e position. Rappelons que pour connaître les jeux des adversaires, il vous suffit de cliquer sur leur carte. Tous les joueurs qui nous précèdent décident de suivre sans relancer. Quand la parole nous arrive, nous décidons de payer nous aussi, puis le blindeur paye et le surblindeur check. La plupart de toutes ces décisions sont vraiment mauvaises. Quand le premier joueur paye le surblind avec sa grosse paire, déjà, il fait fausse route, car c'est presque toujours une erreur que de suivre quand on possède un tel jeu. Pour ma part, à sa place, j'aurais relancé à 200. De cette manière, au lieu d'être payé par toute la table, j'aurais été payé par 2 joueurs au plus. 2 joueurs qui sont prêts à s'engager vraiment à hauteur de leur tapis dans ce coup, ce qui aura le mérite de construire un vrai pot. Finalement, en ne relançant pas avec ses as, Easton augmente la concurrence tout en la rendant plus menaçante. Car enfin, qu'est-ce qui est préférable? Avoir un seul adversaire à 200 ou 4 adversaires à 50? Dans les deux cas, c'est le même montant, mais il est plus facile avec les as d'en battre un seul que d'en battre 4, c'est évident. 10-8-5 bicolore. Le flop est assez ouvert et ne comporte pas de grosses cartes. Un tirage à couleur est possible, de même qu'un tirage à quinte pour celui qui possède par exemple valet 9 ou 7-6. La meilleure main possible est le brelan de 10. Ce flop est intéressant pour nous car il nous donne la paire max. Mais notre kicker est tellement faible, un 3, qu'on est peut-être déjà battu. Donc, la prudence s'impose pour la suite du coup. Les 3 premiers joueurs check, Easton ouvre à 200, Lennard relance à 400, nous payons les 400, Valo aussi, Kafelnikov et Withers passent, puis Easton complète à 400. Quand Easton ouvre et se voit relancer au minimum par Lennard, il possède un tirage à couleur backdoor en plus de ses as. Il ne peut pas passer ici. Même s'il pense qu'il n'a pas la meilleure main, il ne peut pas passer. Mais d'après moi, le seul cas où il peut raisonnablement payer la relance, c'est s'il sent que quelqu'un est déjà sur 2 paires. Suivre va alors lui permettre de voir la turn sans payer trop cher. Le petit blind et le gros blind peuvent avoir n'importe quoi, ils peuvent même avoir 2 paires. Si la turn est un autre trèfle, c'est bon pour Easton. Si c'est un 5 ou un as, c'est également tout à fait correct. Si c'est le 3 de trèfle qui arrive à la turn, c'est évidemment une très bonne carte pour moi, car j'aurai alors 2 paires 10-3. Mais pourtant, ça ne semblerait pas spécialement favorable. L'avantage est que si cela arrive, personne ne peut savoir alors que je suis sur un tirage à full. Je pense qu'il me faudrait bien un full pour gagner ce coup. À la place d'Easton, si j'avais dû relancer ici, ça aurait été à 2000. Au moins, j'aurais relancé à 1200. 1200 de plus, c'est une relance suffisante pour avoir de l'information et pour se débarrasser des autres joueurs. Même Lennard aurait pu passer, parce qu'il aurait pensé que son kicker valet était un peu faible face à ce qui semble être la relance d'un brelan ou d'une paire de 10 avec kicker supérieur. Pour résumer, en relançant ici, Easton pourrait enlever le pot tout de suite. Je ne recommande à personne d'attaquer dès le départ, car dans ce cas, on paye trop cher une information qui n'a pas encore une forte valeur financière. Tandis que si l'attaque arrive au flop,
Si c'est une attaque à 1200, forcément l'information reçue porte sur un pot déjà plus important. Elle est donc d'autant plus véridique et précieuse pour la suite du coup. Au lieu de payer ou de faire une relance minimum, on fait une relance plus forte au flop, égale à peu près à ce qu'on avait prévu de payer à la fois sur le flop et sur la turn. Au final, cela ne coûte pas plus cher, mais cela évite de maintenir les adversaires sur le coup jusqu'à la river. Donc on voit bien qu'on ne mise pas seulement pour avoir de l'info, mais aussi pour se protéger. Par ailleurs, en admettant qu'Easton relance ici, et si quelqu'un le surrelance après, cet adversaire peut être sur un tirage à trèfle, en possédant par exemple roi-dame de trèfle. Le plus amusant, c'est qu'en admettant que si deux trèfles tombaient ensuite, c'est Easton qui gagnerait, car il aurait la couleur max, alors que son adversaire aurait déjà la couleur à la turn, mais pas max. Pour résumer ce que je pense d'Easton, je dirais que pré-flop, il fait une erreur, mais au flop, c'est pire encore. Pour ma part, si je sens que quelqu'un essaye d'avoir de l'information, je vais soit le relancer, soit passer. Je pourrais très bien relancer à 1500 ici, en profitant de ma position, comme si je possédais une main comme As-8 de trèfle ou Brelan de 8. Et il est probable que le détenteur du tirage à couleur ne paierait pas ma relance, parce que, dans les deux cas, il serait déjà battu. C'est étonnant, ce 2 de pique qui arrive me donne un tirage à couleur. C'est une carte qui semble tout à fait anodine, mais pour moi, elle change beaucoup de choses, parce qu'elle me donne d'un coup 9 outs de plus. J'ajoute que Valo, qui possède un 2 en plus de son tirage à pique, acquiert 2 outs de plus, les 2 rouges, pour un éventuel brelan. C'est une carte qui va sûrement susciter des enchères. Valo check, Easton ouvre à 1000, Lennart suit, nous suivons, et Valo suit. Apparemment, c'est une bonne stratégie d'ouvrir à la moitié du pot, mais dans ce contexte, c'est justement une erreur. Généralement, j'ouvre aux 2 tiers, 3 quarts du pot, donc ici, j'aurais préféré miser 1500 plutôt que 1000. Mais encore une fois, ce n'était pas le moment pour Easton d'attaquer avec sa main. En fait, c'est trop tard, et la situation est vraiment mauvaise pour lui. Je reviens sur le montant de l'attaque à 1000. Vraiment, 1000 ne signifie rien pour moi qui suis au bouton avec mon tirage à couleur. L'ouverture à 1500 m'aurait nettement plus parlé. Elle aurait permis davantage à Easton d'obtenir une information fiable. Vous misez 1000 quand vous êtes max, vous misez 1000 quand vous avez une main moyenne que vous voyez comme étant la meilleure, ou vous misez 1000 quand vous bluffez. La taille de votre ouverture ne dit rien sur la nature de votre main. Quand je décide de payer, c'est simplement parce que je me trouve au bon prix pour le faire. Avec 3 adversaires, je ne peux pas penser que ma paire max soit gagnante, surtout avec mon petit kicker. Je pense forcément que quelqu'un a déjà 2 paires ou une meilleure paire de 10 que la mienne. Donc si la turn avait été le 2 de cœur, par exemple, j'aurais jeté ma main sans hésiter. Même pour 1000, parce que ce n'aurait pas été un prix acceptable pour voir la river. Easton essaye d'avoir un abattage qui ne lui coûte pas cher. Il est en plein brouillard à cet instant. Il peut avoir la meilleure main, ou il peut ne pas l'avoir du tout, il n'a finalement aucune idée de sa situation. Pourtant, quand on regarde les cartes des uns et des autres, c'est bien lui le favori à cet instant. C'est ça le plus fort. Bien qu'ayant 3 adversaires et un tableau menaçant, il est toujours le meilleur et il gagnerait s'il y avait un abattage immédiat. Quant à Lennart, il paraît être en deuxième favori, mais c'est faux, puisqu'il faudrait qu'il touche un valet ou un 10 rouge pour gagner l'abattage. Il n'est vraiment pas dans une bonne situation. La river est le 6 de pique, ce qui donne au tableau la possibilité de quinte et de couleur au maximum. Valo check, Easton ouvre à 1000, Lennart paye les 1000, nous relançons à tapis à 9050 et les autres joueurs passent. Je trouve que c'est là que les enchères sont les plus intéressantes, et je ne dis pas ça parce que la river m'a apporté la couleur. Donc à ce stade, le pot contient 6000, donc comment ouvrir à seulement 1000 ? C'est ce qu'on appelle aussi agrémenter le pot. C'est comme si le joueur disait « j'ai un petit jeu, alors je mise petit ». En d'autres termes, il ouvre à 1000, Lennart colle, et pour moi c'est la situation idéale pour faire un squeeze play. Donc j'aurais intérêt à aller all-in, même si la dernière ne me donnait pas une bonne main, simplement pour faire un squeeze play pour voler le pot. Même si j'étais Valo avec 9-2 de trèfle, je pourrais faire comme si j'allais passer, ce qui permettrait ensuite de relancer pour essayer de voler à mon tour. Ma pensée est donc de me dire que je dois relancer all-in parce que ces joueurs sont capables de payer. Quand Easton colle pré-flop, puis relance au flop, puis paie encore à la turn et finit par ouvrir à la river à une hauteur ridicule,
On se dit qu'il peut avoir à peu près n'importe quoi, mais probablement pas une grosse main, un tirage raté ou une petite main faite. Avec tous les tirages possibles au tableau, une paire seule reste une main faible, même la paire d'As d'Easton. Si je passais avec mon 10-3 et si Valo relançait all-in pour 9000, les deux suivants passeraient à coup sûr et Valo gagnerait le coup sans abattage avec seulement une paire de 2. Ce que je veux dire, c'est qu'en ouvrant très bas comme il le fait, Easton paraît encore plus faible que s'il se contentait de checker. En checkant, on peut laisser supposer qu'on va relancer après. Au flop, ça peut vouloir dire « j'ai touché mon brelan » par exemple. Mais ici, quelqu'un qui possède 9-7 vient de toucher la quinte avec le 6 de la river. Ce peut être aussi quelqu'un qui avait un double tirage, par exemple le détenteur de valet 10 de pique, 6-7 de pique, 9 valet de pique. Ces mains-là peuvent faire quinte, mais aussi couleur. D'ailleurs, elles font couleur à la river. Pourquoi Easton met-il 1000 quand il craint que quelqu'un ait touché la couleur? Même s'il avait une main très forte, comme le brelan de 10, le plus sage serait de checker, non de faire une petite ouverture. En général, quand un joueur ouvre bas comme cela, c'est pour dissuader quelqu'un de miser davantage. Mais le problème ici, avec les possibilités du tableau et le nombre d'adversaires, Easton ne fait qu'avouer une faiblesse en carte. Pour ce qui me concerne, si je mise 4000 maintenant, par exemple, Easton doit payer parce que je suis peut-être en plein bluff ou j'ai peut-être une main comme As-10. Mais il ouvre à 1000 et si j'ai une main descente sans plus, comment puis-je le relancer? La seule solution possible pour moi est de mettre mon tapis, car c'est finalement la seule possibilité qu'il paye quelque chose. Dans ce cas, il y a deux possibilités. Soit je bluffe, soit je suis max. Voilà pourquoi j'ai relancé all-in, parce que cela raconte quelque chose à mon adversaire, quelque chose qui peut le faire basculer du côté voulu. Mais il est tout à fait risqué de faire all-in comme cela en début de tournoi. Pas sur ce coup, car regardez bien le tableau. J'ai la paire max au flop et je garde la paire max jusqu'au bout. Au flop, j'ai seulement le tirage à couleur backdoor. En admettant qu'un joueur possède deux gros piques en main comme As-Roi, il ne va sûrement pas payer au flop. Imaginez aussi que la turn soit l'As ou le Roi de trèfle. Il touche paire max, mais il a en face de lui d'autres possibilités de tirage à couleur. En plus, vu le nombre de personnes encore en jeu, la probabilité que quelqu'un touche quinte à la fin est élevé. Il peut bien sûr y avoir un accident, comme un joueur qui possède As-5 de pique ou As-8 de pique, mais j'estime que cette possibilité est peu probable. D'après moi, je suis favori à la river. Quand je relance all-in à la fin, je me pose d'abord la question du montant de ma relance. J'ai choisi all-in parce que cela me présente bien comme bluffeur. D'ailleurs, dès l'instant où je fais all-in, la première chose qui vient à l'esprit, c'est « mais il se peut qu'il soit en train de faire un gros bluff ». Justement, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de grosses enchères dans les tours précédents. Je peux très bien avoir le tirage à trèfle depuis le flop, par exemple avec 6-7 en main, ce qui me donne finalement une paire de 6, qui me permet de bluffer avec un minimum de sécurité si je suis payé. Donc je suis crédible. Contre des joueurs que je connais bien, je vais miser des montants qui vont toujours varier, justement parce que je veux voir comment ils réagissent, surtout en début de tournoi. Donc, s'il check, il est possible que j'ouvre à 1000, mais pas dans le coup qui nous intéresse ici, car je ne connaissais pas ces joueurs avant. Par exemple, si je connais Valo, et si je sais qu'il est capable de bluffer avec son 9-2 de trèfle, alors je vais simplement suivre les 1000 du dernier tour d'enchère pour l'inciter à relancer et faire un squeeze play. Après quoi, je le paierai avec ma couleur.